Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 76 de mon podcast. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Épisode particulier ce mois-ci. Je dis ce mois-ci parce qu'avant c'était aux semaines, maintenant c'est aux mois. J'ai plus le temps, gang. J'ai un enfant. Je suis en confinement, il n'y a pas de garderie. Bon, là, c'est ouvert à nouveau, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile, puis j'ai des projets, puis tout ça. Fait que c'était rendu vraiment extrêmement difficile de faire des podcasts à chaque semaine. Puis bon, mes Patreons m'ont permis de continuer à en faire un par mois parce que sinon, il aurait fallu que j'arrête. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est le podcast ce mois-ci. C'est particulier parce que je reçois un Français. Et c'est pas parce que là, je fais pas une joke de français, là, mais c'est que ça fait longtemps quand même que je veux recevoir des gens de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit des Français, que ce soit des Belges, que ce soit des Suisses. Et je m'empêchais de le faire parce que je trouvais que la qualité n'était pas au rendez-vous, que ce soit sur les applications comme Zoom, Skype et tout ça. Je trouvais que souvent l'image et souvent le son aussi, c'était pas vraiment optimal. Des fois, on se perd, ça lag et tout ça. Mais en ce moment, en période de confinement, en période de pandémie, c'est comme ça qu'on fait des podcasts de toute manière. On est obligé, que ce soit mon voisin d'à côté ou que ce soit quelqu'un de l'autre côté de l'océan, il faut le faire de cette manière-là. Fait que je trouvais que c'était un bon moment parce que les gens acceptent ça en ce moment. T'sais, ils comprennent la situation, ils comprennent qu'on n'a pas le choix de faire ça de cette manière-là, qu'il faut moduler ses attentes de qualité aussi. Donc, je trouvais que c'est un bon moment pour essayer d'inviter des gens que je veux inviter depuis longtemps. Moi, d'ailleurs, je suis en pourparlers avec d'autres personnes. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais oui, il va y avoir d'autres invités français ou, comme je disais, peut-être belges ou suisses. Je suis en pourparlers avec plusieurs personnes. Mais cette fois-ci, pour le premier invité français, c'est Jean-Marie Vigoureux, qui est un scientifique, un professeur de physique qui a écrit ce livre que j'ai adoré, Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme sur éco-société. Et c'était très, très, très intéressant. Je trouvais ça important en ce moment d'inviter un scientifique parce qu'on est dans une période où tous les yeux sont tournés vers la science. Hein. On est pas soumis, mais oui, on est soumis. On est soumis à la science en ce moment. Là. Tout le monde est confiné, puis on espère, on attend là, qu'un scientifique ou une équipe scientifique trouve le remède, nous sorte de notre torpeur. Et que je trouve ça intéressant d'inviter un scientifique pour parler de tout ça. Bon, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas un spécialiste des virus. Là, on va pas parler de virus pendant 1 heure et demie. C'est pas sa spécialité. C'est un professeur de physique, physique quantique, pour être plus précis. Bon, il a œuvré dans plusieurs domaines. Mais bref, on va en parler un peu quand même. Il y a ses opinions, mais bon, il avait l'humilité de dire que c'est pas son champ d'expertise non plus, mais c'est quand même relié avec son livre qui traite du libéralisme qui s'est inséré dans le milieu scientifique et qui a un peu orienté les recherches scientifiques en fonction du marché. Et on peut quand même se risquer à avancer que ça nous a mis dans le trouble sur plusieurs domaines et peut-être dans le domaine des virus. Je ne sais pas si probablement qu'il y a des recherches sur les virus qui ont été coupées. Et, bref, là, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. Jean-Marie a ses opinions. Mais évidemment, on va en parler, mais on parle beaucoup plus du milieu scientifique, sur à quel point le marché a influencé le milieu scientifique et un peu détourner le milieu scientifique de ses valeurs premières. Bref, on va en parler de tout ça. Vous allez voir. D'ailleurs, je vous le conseille. Hein? C'est un très bon livre. Je sais que, bon, on parle de science, puis il y en a qui vont se dire que, ah, mon Dieu, moi, j'en connais pas assez, le langage scientifique, puis tout ça, je trouve ça difficile. Ça va sûrement être un livre dans un langage universitaire super ardu. Non, c'est vraiment pas le cas. C'est très, très, très accessible. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est une lecture facile. Ça vulgarise le problème, mais si vous voulez en savoir plus, écoutez le podcast, là, si vous trouvez ça intéressant, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment de lire le livre. Puis pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie, ben c'est ça que ça sert des podcasts aussi, de résumer un livre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle, avant d'aller voir le podcast, mon Patreon est toujours actif si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite, je suis un peu mêlé. Là. Ça fait 8 fois que je refais cette intro-là. J'haïs tellement ça, il faut que je me regarde. Avec l'application Zoom, il faut que je me regarde. Je me gosse tellement en vous parlant en ce moment, à voir ma face. Donc je suis peut-être un peu mêlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé tantôt, mais bon, le Patreon a un peu sauvé ce podcast-là. Fait que si vous trouvez que c'est vraiment important, ce genre de contenu-là, si vous trouvez que c'est essentiel au paysage,
des podcasts québécois, ben encouragez-le. C'est vraiment pas dans le vide que vous faites ça. Puis je le sais qu'en ce moment, c'est difficile. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas les moyens. Puis ça, c'est pas une pression, là. Regarde, je ne suis pas en train de vous menacer que si vous ne m'encouragez pas, ça va arrêter. Ça se peut que ça arrête, mais c'est pas une menace, là. C'est pas grave. Ça ne sera pas la fin du monde si ça arrête. Mais ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont envie ou ceux qui trouvent ça vraiment important, ben je vous remercie. Et si vous voulez embarquer dans la gang Patreon, ben ça serait bien cool. Donc, voilà, on s'en va écouter Jean-Marie Vigoureux, podcast numéro 76. C'est parti. Jean-Marie Vigoureux, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette balado. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie aussi, de m'avoir invité. C'est la première fois, en fait, que je reçois un Français, quelqu'un de l'autre bord de l'océan. Qui n'a pas le même. Non, c'est ça, mais c'est un bon moment, en fait, en ce moment, pendant la pandémie, parce que de toute manière, les balados, on les fait comme ça. On les fait avec des applications comme Zoom. On n'a plus le choix et les gens acceptent de consommer ce genre de contenu-là. Donc, je trouvais que c'était approprié. On va vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes auteur, vous êtes conférencier, vous êtes professeur émérite de physique à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau scientifique, vous avez travaillé sur quoi exactement au courant de votre carrière? J'imagine beaucoup de choses, là, mais principalement. Disons, j'ai fait essentiellement de la physique fondamentale et un petit peu de physique appliquée de temps en temps. En fait, je travaillais, on va dire, en physique quantique, mais surtout en ce qu'on peut appeler la nanophysique, c'est-à-dire les propriétés de la matière ou des interactions de la matière avec la lumière à très, très petite échelle. Pour donner 2-3 exemples, pour que ce soit clair, de l'eau, on sait ce que c'est parce qu'on en a dans une bouteille et dans une carafe. Oui, mais si on prenait une quantité très, très faible d'eau, quelques molécules et tout, est-ce que ces molécules auraient les mêmes propriétés qu'elles ont quand elles sont toutes ensemble dans la carafe? Ou bien une autre propriété comme ça, c'est l'électricité. On sait que du fer ou du cuivre conduisent l'électricité. Mais s'il y avait un fil de simplement 15 atomes, est-ce qu'il serait conducteur? Eh bien non. Donc la nanophysique, c'est d'essayer de voir à partir de quelle dimension apparaissent des propriétés nouvelles ou disparaissent d'autres propriétés qui étaient plus quantiques. Voilà. Donc moi j'ai travaillé dans le domaine, surtout dans le domaine de l'optique, de la nano-optique. Voilà. Dans le domaine de la recherche, j'imagine vous êtes chercheur au travers de tout ça, ouais. Ben oui, dans le domaine de la recherche, oui, bien sûr. Oui. Donc, je vous ai invité pour parler de ce livre-là que je vais essayer de bien montrer, Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme. Et je trouvais, quand je suis tombé là-dessus, je trouvais ça très intéressant de vous inviter en ce moment parce que, bon, c'est un temps de crise et tout le monde, on attend après les scientifiques, tout le poids de l'humanité repose sur les scientifiques en ce moment. Première question, est-ce que tout ça aurait pu être évité ou aurait pu être prévenu ou on est pris de court, là? Tout ça, c'est la pandémie? Qu'est-ce que c'est tout ça? Oui. Parce qu'en ce moment, il y a bien d'autres choses. Hein. Oui, il y a bien d'autres choses. Je parle de la pandémie en ce moment, je parle du virus. Mais oui, ça englobe beaucoup de choses, effectivement. Là, je ne suis pas compétent pour dire si ça pouvait être évité. Ouais. Ce qui aurait pu être évité, c'est une préparation et une infrastructure médicale, hospitalière, permettant aux gens, aux soignants, quel que soit le niveau, de soigner comme ils le souhaitaient. En France, ça a été particulièrement crucial puisque les urgentistes étaient en grève depuis plus d'1 an en disant qu'ils n'avaient pas de moyens et la pandémie arrive et il n'y a toujours pas de moyens. C'est-à-dire qu'on n'avait ni test, ni masque, ni rien. Bon, alors après, au niveau de la pandémie elle-même, c'est-à-dire du virus, et c'est pas mon domaine et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'était pas préparé et qu'on aurait quand même dû l'être parce que l'OMS dit depuis 10 ans qu'on va vers de très graves pandémies. Ce n'était pas celle-là qu'on attendait, mais une pandémie, on ne sait pas. En général, il parlait surtout de pandémies, de maladies de type maladies exotiques qui, avec le réchauffement climatique, montent chez nous. Ouais. Alors celle-là, on n'est pas préparé pour celle-là, mais on aurait pu être préparé pour les autres et ça nous aurait aidé pour celle-là. Oui, évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu des coupures dans les recherches sur les virus et tout ça? En fait, en général, en science, est-ce qu'on coupe en ce moment? De quelle manière c'est financé tout ça? Puis là, on va rentrer un peu dans le sujet du livre, là, mais
Est-ce que dans le domaine de la recherche pour les virus, est-ce que c'est bien financé, en fait? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais… Oui, on a parlé de deux chercheurs en particulier qui avaient demandé des subventions et qui n'ont pas eu et qui voulaient travailler justement sur ce type de virus, les coronavirus. Mais là, encore une fois, je ne peux pas dire grand-chose parce que quand il y a des demandes de subventions, dans l'état actuel des choses, je pense qu'il y a 600 dossiers de demande et puis il n'y a que 100 possibilités de subvention. Alors, on ne les a pas choisis eux. Je ne sais pas si c'est parce Ouais. qu'on se dit que ce n'est pas important. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai aucun critère. Mais on les a choisis eux et ça aurait été peut-être autre chose qui arrivait. On aurait peut-être pu dire la même chose hein, en se disant ça, je ne peux pas trop dire. Ouais, Maintenant, ouais. j'en parlerai. Le problème grave, c'est quand même que les subventions de la recherche sont de plus en plus liées au marché, c'est-à-dire à la finance, et que la recherche est de moins en moins libre. Et ça, c'est grave. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Hein. Oui, oui, oui. Je me demandais, est-ce qu'on ne met pas un peu trop de poids sur la science? On met beaucoup de responsabilités sur la science en ce moment pour régler nos problèmes collectifs. Bon, c'est pas nécessairement moi qui ai pris ces décisions-là, mais collectivement, on a pris de très mauvaises décisions. On s'est acculé au pied du mur, on est sur le bord du précipice et maintenant, on met tout le poids sur la science pour régler nos problèmes. C'est beaucoup de poids quand même pour les scientifiques, non? Ah oui, oui, et c'est malhonnête. Ce que j'explique en particulier dans un des chapitres du livre, c'est comment, en fait, derrière la science, se cache la finance et l'économie libérale dans laquelle on est, économie mondialisée. Alors, en particulier, on fait n'importe quoi, enfin, c'est vite dit, mais c'est Ouais. pas si vite dit que ça, en se disant, ben, les scientifiques, ils vont résoudre le problème. Oui, oui, exactement. Et nous, c'est ça, on a depuis 60 ans, on ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires, mais on a dit, la question a été posée dès le début de la première centrale, il y a 60 ans, mais on a dit, ah ben, les scientifiques, ils vont trouver ça tout de suite. Et puis c'est Mhm. pareil, le climat, on fait n'importe quoi, ou plus exactement, on ne fait rien, mais sous-entendu, on dit, bah, les scientifiques, ils vont… Mais non, non, les scientifiques, ils font pas, c'est pas de la magie, la science n'est pas de la magie. C'est pas parce qu'on va dire aux scientifiques qu'il faut résoudre le problème du coronavirus, là on le dit, avec la recherche d'un vaccin. Mais le vaccin, on l'aura quand? Le coronavirus, il sera remplacé par autre chose, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas Mhm. devin. Mais c'est vrai qu'il y a des puissances financières, des puissances industrielles qui se cachent derrière la science en disant la science va. Ben non, la science ne va pas. Peut-être. Ouais. Des, ex- Fa- des exemples typiques, hein, je crois que c'était Nixon, j'en sais rien, qui était parti à la guerre contre le cancer qui devait être réglée d'ici 10 ans. la guerre. On a avancé dans la connaissance du cancer, dans les Mhm. soins heureusement, mais il existe toujours. Le sida, bah, on dit aux scientifiques, bah oui, d'accord, mais on a trouvé le virus, enfin, mais bon, il existe encore, c'est pas si simple que ça, quoi. Mhm. Vous parlez du marché qui s'est ingéré dans le domaine de la science, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ce que j'apprenais dans votre livre. À la base, le marché ne s'intéressait pas nécessairement tout de suite aux scientifiques. Bah, c'est-à-dire que si on prend au niveau de l'histoire, au niveau Ouais. du 19e siècle, eh bien, la science, elle a très rapidement rejoint l'économie. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une recherche qui était, on va dire, purement fondamentale. Hein. Cette recherche fondamentale, c'est s'émerveiller, comprendre le monde. Hein. Einstein disait l'expérience du mystérieux est la plus belle que l'on puisse faire. C'est l'émotion fondamentale au berceau de l'art vrai et de la vraie science. Ben oui, pendant très longtemps, les gens qui faisaient de la physique, on va parler de Newton, mais aussi avant, ils n'étaient pas directement liés à la technique. Et puis très vite, quand même, au 19e siècle, va se développer le lien entre la science et l'économie, la science faisant des découvertes extraordinaires. Hein. Il suffit de penser à la compréhension de la machine à vapeur qui a permis d'améliorer les rendements, à la compréhension et à la découverte de l'électromagnétisme qui a perdu bien sûr l'électricité, la téléphonie, etc. Bon, il y a eu un lien très très rapide entre la science et l'économie et de là est née l'idée un peu rapide, la preuve en est, c'était il y a déjà 3 siècles qu'en fin de compte, on découvrirait le bonheur par la science. C'est-à-dire que la science jointe à l'économie allait permettre vraiment
le progrès et allait permettre de libérer complètement l'être humain non pas de la totalité, ils n'étaient pas naïfs, mais d'une grande partie des malheurs qu'il avait. À l'origine de la science appliquée, on va dire, on pourrait trouver Thalès que les élèves connaissent que par un théorème, mais qui était bien autre chose. Thalès, c'était le 6e siècle avant notre ère. Bon, il rentre en Ionie, son pays d'origine. Il était ingénieur militaire, donc c'était quelqu'un qui connaissait les techniques. Hein. Et il rentre après avoir vu, on peut dire, tous les malheurs du monde. Il a vu des bateaux couler en quelques minutes à cause de la tempête, avec tous leurs équipages, bien sûr. Il a vu dans ses campagnes des gens mourir de faim parce que la foudre avait brûlé les récoltes. Il a vu des épidémies tuer des milliers de gens autour de lui. Et il rentre chez lui en Ionie, assez jeune, il prenait sa retraite assez tôt à l'époque, je ne sais pas, en se disant, c'est une des seules phrases dont on est sûr de lui, ignorance, lourd fardeau. Il se dit, si on arrivait à connaître la cause des marées, la cause des tempêtes, la cause de la foudre, la cause des maladies, on pourrait libérer l'humanité. Ce qu'il veut, c'est une science qui donne à boire et à manger, qui puisse libérer l'être humain, qui puisse permettre. Alors, avec quelques disciples, on peut appeler ça comme ça, eh bien, il va se lancer à la recherche de l'origine, origine de la foudre, origine. Et qui dit origine, ça veut dire la naissance. D'où naît la foudre, d'où naît la tempête. Et la naissance, c'est le mot nature, qui se dit physis en grec. Et c'est comme ça que va naître la physique. On va baptiser Thalès et son école les physiciens. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher la cause des choses, et la cause de la cause, et la cause. Ils vont remonter jusque d'ailleurs à chercher la cause de l'origine du monde. Hein. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les choses qu'ils vont faire, mais voilà, ce qu'il veut, c'est une science qui donne à boire et à manger. Une chose qui permette aux gens un peu plus de détente et de bonheur. Et on peut se demander si Thalès revenait là, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il nous raconterait? Il verrait quoi, Thalès? Lui qui voulait libérer l'être humain, il verrait qu'il y a 850 millions de personnes qui sont sous-alimentées. Ça fait une personne sur 9 à peu près. Hein. C'est un groupe de 10 personnes, il y en a une qui meurt de faim. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Il se dirait, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est quoi? D'autant plus que depuis 3 siècles, la science s'est développée, a développé des techniques extraordinaires qui permettraient de donner à manger à tout le monde, quoi. Alors, un choix, finalement. C'est un choix qu'on a fait en tant que, bon, en tant qu'humanité. On a décidé que certains allaient avoir accès aux avantages de la science, à un peu plus de détente, un peu plus de temps pour soi, et d'autres, on allait déplacer le problème, finalement. Oui, c'est peut-être pas, mais là, je ne suis pas compétent non plus, mais c'est peut-être pas un choix, au sens que les gens se soient trouvés dans... Voilà. Mais c'est le fait que dans l'être humain, il y a des tendances évidemment égoïstes, hein, on a envie d'avoir plus, de faire plus, et que justement l'économie qui se développe avec Adam Smith, en même temps d'ailleurs que se développe la physique, la théorie de Newton, Adam Smith et Newton, ils sont quasi contemporains, c'est une théorie économique qui part du fait que le bonheur viendra du développement des égoïsmes. Si chacun cherche son propre intérêt, alors la planète va aller bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais enfin, on en parle souvent, c'est l'histoire du brasseur, du boucher et du boulanger. Hein, dans le début de son livre, Adam Smith demande « Pour quelle raison mon boucher me donne de la bonne viande ? Mon boulanger me donne du bon pain. Pourquoi mon brasseur me donne de la bonne bière ?» Et il répond « C'est pas parce qu'il est sympa, c'est pas parce que je suis sympathique non plus. C'est son intérêt. Il a intérêt d'avoir des clients et moi j'ai intérêt à avoir de la bonne viande. Donc nos deux intérêts se retrouvent. Vu comme ça, c'est quasi convaincant. » Oui. Donc, le problème, c'est que dans le contexte de l'époque, c'était plus le contexte, on est au 18e, c'est plus le contexte du 19e. Et au 19e, eh bien, on voit, comme maintenant, se développer des richesses extraordinaires, extraordinaires. J'explique dans mon livre, le baron de Rothschild, par exemple, en une cinquantaine d'années, il a une fortune qui est égale, je crois, au tiers ou à la moitié de l'argent de la Banque de France, c'est-à-dire de l'État français. Hein, Absolument incroyable.
Et pendant ce temps-là, les gens sont tellement misérables, plus misérables qu'avant, hein, plus misérables au point qu'on invente d'ailleurs un mot qui est les prolétaires. Avant, on disait les ouvriers, non, les manufacturiers. Non, ça c'est des bons. Je peux tromper dans les vocabulaires. Mais on invente un mot parce qu'avant, les gens, ils n'avaient rien. Mais ils étaient à la campagne, ils avaient leur petit lopin de terre, ils se faisaient leurs patates, leurs trucs. Et là, on les déplace dans les banlieues où il n'y a ni sanitaire, ni rien, ni magasin, ni rien. Et puis, ils travaillent 16 heures par jour. Ils deviennent 18 des heures par sortes jour. d'esclaves, finalement. Ce sont des esclaves. Donc, il se passe ce qu'il se passe d'ailleurs ici, en ce moment, c'est qu'il y a un fossé extraordinaire qui se crée entre les riches qui deviennent très, très, très riches et les pauvres qui, eux, n'ont rien du tout. Alors maintenant, là, avant, c'était au niveau des pays industrialisés. Maintenant, c'est au niveau, on a exporté ça, on a mondialisé ça, c'est au niveau du monde. Le fossé entre les riches du monde et les pauvres du monde sont complètement extraordinaires. Hein. L'ONG Oxfam, mais tout le monde le sait, a montré, a révélé l'année dernière que 26 personnes disposent d'autant d'argent que la moitié de l'humanité. Hein. Elle a révélé aussi que la fortune totale, attention quand même, des milliardaires a augmenté l'année dernière de 2,5 milliards par jour. 2,5 milliards par jour. C'est incroyable. C'est complètement fou. Voilà. Et en face de ça, c'est un truc que j'explique aussi dans mon livre, mais je le dis là, l'ONU dit que pour que tout le monde puisse manger à sa faim, c'est-à-dire que pour que tout le monde, dans le... Voilà, oui, c'est des citations que j'ai là. Les ressources mondiales sont plus que suffisantes pour éradiquer de la planète les formes les plus extrêmes de pauvreté. On estime que 150 milliards, là c'est actualisé à aujourd'hui, normalement le texte était plus faible que ça, suffirait à financer l'éducation de base, la santé, la nutrition, les soins génésiques, le planning familial, l'accès à l'eau potable et l'assainissement pour tous. 150 milliards. Mais c'est rien, 150 milliards. On est habitué maintenant à entendre parler de milliers de milliards. Hein. C'est complètement fou. Hein, c'est très intéressant d'entendre ça, puis c'est très important de le dire parce que souvent, c'est un argument qui revient, c'est qu'on n'a pas assez de ressources, on est trop de gens sur la planète. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Il y a trop de personnes, on ne pourrait pas, on n'a pas les moyens. Alors là, 150 milliards pour donner à manger à tous, à boire, l'éducation, les hôpitaux et tout. Et on apprend aussi dans les papiers de l'OCDE qu'on a dépensé 11 400 milliards, presque 100 fois plus, pour le sauvetage des banques en 2008, et que la fortune qui est dans les paradis fiscaux pour échapper à l'impôt et donc à la participation au bien commun est entre 8 et 15 milliards. Mais on ne sait pas exactement, parce qu'évidemment, les gens le cachent, quoi. Mais c'est complètement fou, quoi. Mm-hmm. Donc on pourrait. Si Thalès revenait, il serait sûrement pas content. Probablement pas. Mais en même temps, c'est ça, la science a beaucoup participé à l'essor de ces richesses-là. Ça a été une locomotive absolument incroyable. L'essor de la science et l'essor des richesses et des écarts de richesses, c'est intimement relié. Ah oui, oui, oui. Ben, disons que dès le 19e siècle, plus au 19e siècle, mais déjà en Angleterre, on va dire un peu au 18e, ben, les grandes fortunes actuelles démarrent à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que il y a des travailleurs qui, évidemment, sont pas payés et qui vivent, qui meurent très très tôt. On exploite les gens de manière éhontée, hein, puisqu'on fait même travailler des enfants jusqu'à 14 heures par jour, hein, 14 heures par jour, dans des mines, dans des boyaux de mines, rendez-vous compte. Des gamins qui descendent, des enfants, on va dire 8 ans comme ça, mais certains travaillent à partir de 4 ans. Hein. 8 ans dans des boyaux de mines trop étroits pour que des adultes puissent passer. Vous vous rendez compte, un gamin à 400 mètres sous terre dans un boyau sans savoir où il va, mais c'est complètement inhumain. On fait travailler tout le monde 15, 16 heures par jour. Et pendant ce temps-là, se développe une classe, je ne sais pas si on peut appeler ça classe sociale, mais enfin, un groupe, hein, c'est la rente, qui ne fait rien, mais qui vit de spéculation sur le charbon, sur le chemin de fer, sur les richesses coloniales, sur les transports, etc. Quoi. C'est ahurissant, quoi.
Et Voilà. je disais dans votre livre qu'on fait circuler l'idée à cette époque-là, puis qui est encore une idée qui est présente, que l'individu doit se sacrifier pour le marché, doit se sacrifier pour ça, cette espèce de grosse machine-là, que l'être humain n'est pas nécessairement, l'individu n'est pas vraiment important. Faut se donner là-dedans, puis c'est pour le bien commun, entre guillemets, pour la richesse commune. C'est ça, mais on ne le dit pas aussi effrontément maintenant, mais il faut des pauvres. Ouais. Les pauvres, la pauvreté est normale. Le libéralisme économique est une science. La science, elle nous dit que c'est comme ça. Il faut des riches et des pauvres. On n'y peut rien. Alors, j'ai dans mon livre, je vais vous dire aussi quelques trucs. C'est complètement ahurissant. Au moment, au milieu du 19e, on va dire, euh, quand la misère est en train de se développer et que la richesse se développe aussi dans toute l'Europe, hein, dans tous les pays industrialisés, il y a Ernest Renan, quelqu'un dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'il a un petit côté sympathique malgré les énormités qu'il écrit. Il écrit, euh, il écrit, il écrit quoi? Il écrit celui qui est sacrifié aux fins idéales, c'est-à-dire au progrès, n'a pas le droit de se plaindre et son sort au regard de l'infini est digne d'envie. Les animaux qui servent de nourriture à l'homme de génie ou à l'homme de bien devraient être contents s'ils savaient à quoi ils servent. Et plus loin, il ajoute, quelques-uns vivent pour tous. Si on veut changer cet ordre, personne ne vivra. L'Égyptien qui est mort en construisant les pyramides a plus vécu que celui qui a coulé des jours inutiles sous ses palmiers. Voilà la noblesse du peuple, il n'en désire pas d'autre. Alors évidemment, on peut se demander si vraiment, si c'est bien sûr que le peuple n'aspire à rien d'autre que de se sacrifier, de sacrifier son propre bonheur pour permettre celui de quelques privilégiés, quoi. Mais c'est absolument incroyable comme citation parce qu'en quelque sorte, on déifie les riches. Les riches, ça devient des espèces de dieux qu'il faut servir. Mais c'est encore un peu d'actualité, hein. Oui, oui, oui. Et dans le libéralisme à l'époque, on dit comme maintenant, hein, c'est l'idée du ruissellement, il faut que les riches soient encore plus riches, parce que si les riches sont encore plus riches, eh bien les pauvres seront un peu moins pauvres. Oui, bon, je vais dire, comme principe entre guillemets scientifique, parce que je ne trouve pas que ce soit scientifique, ça pose problème, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Revenons à la science un peu. C'est quoi les principaux problèmes en ce moment dans la communauté scientifique? Vous parlez des revues scientifiques là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de revues scientifiques, beaucoup de publications. C'est difficile de... En fait, j'avais ça comme question, mais en ce moment, j'ai l'impression que la confiance en les scientifiques baisse. Je lisais qu'au Canada, il y a un sondage. Bon, les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais un Canadien sur deux fait pas confiance aux scientifiques. C'est quand même inquiétant, soit parce que il les trouve élitistes ou se demande ils sont financés par qui. Euh, est-ce que, est-ce que la responsabilité revient seulement au marché ou aux scientifiques eux-mêmes? Parce que c'est ça, je lisais, il y a beaucoup de revues scientifiques, beaucoup de publications, ça devient un concours de popularité pour les chercheurs. On dirait que c'est un milieu que je connais peu, mais ça semble très, très capitaliste finalement comme milieu. Ah ben, ça dépend un petit peu, mais c'est vrai que, et c'est une des choses que j'explique évidemment dans mon livre, parce que ça, non seulement ça me choque, mais ça m'attriste profondément quand on est chercheur, avec des citations comme celle d'Einstein que je vous donnais tout à l'heure, sur l'émotion qu'on peut avoir en essayant de comprendre l'univers et en mettant les connaissances au service des autres. Quand on voit ce qui se passe, on est atterré. Mais c'est vrai que la science, elle est de plus en plus miné, dénaturé, hein, détourné de son but par le marché, hein. Et là, je raconte quelques anecdotes, je peux en raconter un petit peu, mais c'est absolument catastrophique. Et plus on va aller dans ce sens-là, plus on va se trouver dans, dans une méfiance, plus on va développer la méfiance, pas simplement par rapport aux scientifiques, mais par rapport Mhm. à tout le monde, hein, Mhm. aussi par rapport aux politiques, par rapport à tout. Mais les sciences, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, la science dépend de façon de plus en plus étroite du marché, de la finance.
Avant, par exemple, un laboratoire était essentiellement financé par l'État. Maintenant, de plus en plus par l'industrie locale, c'est du moins ce que voudraient euh, les réformes qui sont faites. C'est-à-dire, en gros, il faut tout inclure dans une logique de marché. Le programme, pour donner un exemple, le programme qui s'appelle comment Horizon 2020 de l'Union européenne, parle de piloter la science par le marché. Mais quand on dit ça, on met la science, l'enseignement aussi d'ailleurs, on les prend en otage. Parce que si c'est le marché il va falloir évidemment essayer de satisfaire tout le monde. Ça multiplie les conflits d'intérêts. Par rapport au coronavirus, là, il y a eu, c'était au moment de la, la semaine dernière, un article du Lancet qui est paru au Monde d'Ascension, qui est paru à propos de l'hydroxychloroquine. Oui. Et on s'aperçoit que oui, il y a des conflits d'intérêts qui n'ont pas été donnés. Et dans les articles en général de science, eh bien, il y a des gens qui sont en conflit d'intérêts, de plus en plus. Il y a des gens qui publient des choses qui ne sont que des opinions. On n'a pas encore démontré la chose. Pour donner un exemple, je me suis trouvé avec des collègues préparer un workshop qui avait lieu près de Besançon, là, sur l'optique, sur la nano-optique. Bon, il y a eu, on a fait un appel aux publications, un appel aux gens qui voulaient parler, qui voulaient intervenir, et ils nous ont envoyé les résumés. Et au moment de faire le workshop, eh bien, il y en a 3 ou 4 qui ont dit, non, les résultats qu'on a annoncés, on ne les a pas. C'était honnête de le dire, hein. C'est très bien. Seulement, le problème, c'est qu'en général, on fait imprimer tout ça avant. Et le petit livre sur le workshop, sur l'état du domaine, il était déjà distribué partout. Il y a des tas de bibliothèques qui ont dans leur bibliothèque des trucs avec un article qui dit des choses qui n'ont pas été obtenues. Donc, si je comprends bien, c'est la course à la publication. Il faut publier, peu importe les résultats, peu importe si on a une conclusion. C'est la publication. Je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, quand j'ai fait ma thèse il y a un bout de temps, avoir 3 publications au moment d'une thèse, c'était jugé très bien. Maintenant, il en faut 15 ou 16. Mais, et en plus, la thèse à l'époque, c'était 5 ans, maintenant c'est 3. Donc attention, vous voyez, il faut faire la règle de 3. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les articles, ils sont de plus en plus pauvres, ou bien on répète les mêmes choses, ou bien on dit des choses qu'on n'a pas fait. Les fraudes, ça je crois que je le cite dans l'article. J'avais un chercheur qui vivait en faisant des petits boulots parce qu'il n'avait pas eu les subventions qu'il fallait pour sa thèse. Il a travaillé dans un service d'hématologie où il comptait les globules, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait. Il calcule les résultats, il fait son étude, il les donne au patron, il dit voilà, on trouve, j'exprime ça comme ça simplement, le résultat A à 70% et puis B à 30%. Et le patron, il dit on va publier le contraire, je prends ça sur moi. Voilà. Mais c'est absolument incroyable, ça. Mais c'est très anti-scientifique, finalement. Ben oui, mais c'est complètement fou. Et c'est absolument très grave. Parce que normalement, la science, elle fonctionne et elle nécessite, pour fonctionner, vu le prix des expériences, vu le prix, et le prix d'ailleurs, le temps qu'il faut passer pour faire avancer les connaissances, mais on a besoin de pouvoir faire confiance à 100% à ce qui a été publié avant. Si un chercheur doit se dire « Oh, il y a un collègue, il a fait ça, mais je ne crois pas que ce soit sûr, il va falloir que je refasse avant ce qu'il a fait, on n'avance plus. » quoi. Ouais, donc c'est vrai, le fait que la science soit liée au marché, que les subventions nécessitent de publier à tour de main parce que c'est celui qui aura publié le plus ou le labo qui aura publié le plus qui aura le plus facilement des subventions. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est grave, oui. Mais c'est pas viable, mais c'est vraiment une logique de marché finalement. C'est un concours de popularité. Et ça gagne même d'ailleurs la vulgarisation scientifique. Hein. Vous avez des revues de vulgarisation qui vous annoncent en première page des trucs extraordinaires. Je ne sais pas quoi, moi, Einstein s'est trompé. Et puis, ouais, c'est très sensationnaliste. On n'en parle plus parce qu'en fait, il ne s'est pas trompé. Quoi. Mais voilà, on annonce des trucs pour attirer. Oui. Ouais.
le clickbait qu'on appelle. Est-ce qu'il y a un problème aussi en science avec les fondations? Parce que là, on entend beaucoup parler de Bill Gates ces temps-ci. Là, je ne veux pas entrer dans les théories de conspiration, c'est vraiment pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème en ce moment avec les fondations. On détourne un peu les fonds publics c'est une manière d'orienter les recherches vers le marché, encore une fois, j'ai l'impression, non? Ça, les fondations, je ne sais pas trop. Ce que je sais quand même, c'est qu'il y a des domaines essentiels, tout à fait essentiels, qui n'ont pratiquement plus de subventions. Moi, je trouve complètement dramatique que, par exemple, la recherche médicale, par exemple, soit de plus en plus l'objet de quêtes. On fait des quêtes pour la recherche pour le cancer, on fait des quêtes pour la recherche contre le sida, on fait des quêtes, on s'adresse aux gens en disant, voilà, là, vous avez, je ne sais pas si c'est comme ça au Canada, mais moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps un papier de la Fondation de France qui nous dit, comme vous le savez, ce secteur, la recherche médicale, subit une grave crise et les financements alloués ne sont pas suffisants. Sous-entendu, envoyez-nous de l'argent. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est grave, ça veut dire que il faut se mobiliser pour lutter contre les maladies. Il faut aider les chercheurs. Voilà une autre phrase, à aider les chercheurs à élaborer de nouveaux traitements. Faites un don. On fait des quêtes. On fait des quêtes pour la santé. Mais l'argent Les est où? impôts, les taxes et tout ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Disons qu'ils sont peut-être Oui, oui. suffisants, ils vont Ouais, ailleurs. ouais. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Euh, Vous pouvez. Oui. oui, allez-y. Non, non. Oui, en fait, vous parlez aussi, on fait plusieurs usages trompeurs de la science. On se sert beaucoup de la science pour clore le débat. En fait, les gouvernements souvent se servent de statistiques et de données scientifiques pour clore le débat. C'est peut-être ça qui participe à une espèce de méfiance de la population envers les scientifiques maintenant. C'est sûr que quand on regarde les usages de la science, en fin de compte, je sais plus, il y avait une pub dans le temps en disant ça avait l'air d'être de l'alcool, du machin, des trucs, ça avait l'odeur de l'alcool, ça avait le machin, mais c'était pas de l'alcool. On pourrait dire là, ça avait l'odeur de la science, ça avait la couleur de la science, ça avait le goût de la science, mais c'était pas de la science. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup de vocabulaire scientifique pour essayer de faire de la pub, de faire passer des idées, de modifier le comportement des gens. C'est-à-dire que c'est quand même un exemple qui me vient, dont je parle aussi. Bon, bien sûr, c'est d'abord cette maladie de tout chiffrer. On chiffre tout. Il faut, il faut faire des statistiques, il faut avoir des objectifs chiffrés. Un objectif, c'est toujours chiffré. Un bilan, c'est toujours chiffré. On fait des évaluations. Tout est compté, classé. Mais on s'y habitue. Mais c'est grave parce que ce qui n'est pas quantifiable, ce qui n'est pas rentable, ça perd sa valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça n'a plus de place dans le monde. Mhm. Mais un exemple sur lequel c'est plus facile de parler, c'est l'usage des statistiques ou des enquêtes d'opinion. Oui. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire aussi, parce que on peut, les statistiques d'abord, comme scientifique, j'en ai utilisé, c'est un outil Mhm. indispensable. C'est un outil sérieux, mais il faut au moins savoir s'en servir et avoir un minimum d'éthique. Sinon, on en fait ce qu'on veut. Je vais donner quelques exemples. On peut manipuler les gens par des statistiques. Mhm. On peut influencer les gens par des statistiques. Exemple, il y aurait eu une enquête qui aurait été faite pour savoir si les gens sont pour ou contre le fait d'avoir un clone, c'est d'avoir un sosie, un double, qui leur permettrait, s'ils sont malades, d'avoir un foie de rechange, un cœur de rechange. Alors on a demandé ça. Il paraît, ça j'ai pas vu l'enquête, hein, mais il paraît que les gens ils ont répondu avec une assez grosse majorité que c'était pas mal. Bon. Mais si on l'avait posé à la question, alors l'enquête développe l'idée, c'est bien de développer les clones, le clonage. Les gens sont pour. Les gens sont pour. Mais si on avait posé la question, est-ce que vous aimeriez être le clone de quelqu'un de telle manière que s'il a besoin d'un foie, d'une rate, d'un cœur, il peut se le prendre. Bah, les gens, ils auraient dit non. Et les Eh gens, oui. ça aurait développé l'idée, le clonage est pas si bon. Ouais, Voilà, ouais, ouais. c'est vrai. Alors, un autre exemple aussi, où
on influe sur la pensée. On vous dit que l'ADN humain a, je ne sais pas combien, 97,8% de gènes communs avec le bonobo. Oui, on l'entend souvent, celle-là. Ben, ça, ça implique pour les gens qu'on est On est des animaux pareil, ou comme les presque. autres. On est pareil. Mais c'est une statistique qui en soi ne veut rien dire, mais qui est pernicieuse parce qu'elle dit que l'être humain, c'est pas très. À la limite, on pourrait s'en débarrasser comme on se débarrasse d'animaux. Hein. Pourquoi pas? On en viendra peut-être là. Hein. L'eugénisme, des trucs comme ça. Mhm. Mais ça ne veut rien dire parce que si on a deux gâteaux identiques à 99% près, mais dans un, il y a 1% d'arsenic. C'est deux Moins gâteaux. intéressant, le gâteau. Il y en a un qui va vous tuer dans les 5 minutes et l'autre qui va vous régaler. Mhm. Donc, des statistiques sans contexte, ça vaut presque rien, en fait. Ça peut duper Elles beaucoup de sont gens. souvent, hélas, utilisées dans la société pour aller dans le sens de toujours la marchandisation, faire vendre, etc., ou poser des problèmes. Il y a dans le livre, d'ailleurs, je crois que je parle, là, je ne sais pas si j'ai donné ces exemples-là, mais celui-là, je pense l'avoir donné, une enquête faite dans une banlieue parisienne, dans un même quartier, un numéro, enfin une entrée sur deux, par deux groupes. Il y avait un groupe qui disait aux gens, qu'est-ce qui vous gêne la nuit, la nuit tombante? Alors, le bruit des mobylettes, coché là, le cri des voisins, coché là, etc. Bah, il y a plus de 50% des gens qui ont dit le bruit des mobylettes. Puis l'autre groupe demandait aux gens, qu'est-ce qui vous gêne? Sans suggérer aucune réponse. Bah, personne n'a cité les mobylettes. Mais oui, on peut influencer facilement avec un choix de réponse, oui. Et ça peut mener loin, mais ça, c'est de la déviation de la science, parce que les statistiques, c'est un outil utile. Il ne faut pas le manier n'importe comment, ou du moins, je le disais tout à l'heure, il faut le manier avec un minimum d'éthique. Hein. C'est pareil, les sondages d'opinion. Quand on dit, je ne sais pas moi, 70% des Français, Canadiens, Québécois, etc., approuvent l'action du président de la République ou du ministre, ben, ça inclut qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'il y en a même 90% qui seraient d'accord que l'action serait bonne. Mais Mhm. on finit par se dire, le grand nombre, c'est ça qui est bien. Hein. C'est démocratique. Hitler a été plébiscité, mais c'est pas pour ça que ses idées étaient bonnes. Hein, il a eu plus de 90% en 36 et 38, Mhm. ça nous voulait. Mais c'est pas parce qu'il y a un grand nombre de gens qui disent, mais on fait croire aux gens comme ça. C'est quelque chose qui est grave. Voilà. Mais l'utilisation trompeuse des statistiques, bon, ce qui est souvent fait par les gouvernements, les puissants et tout ça, c'est ce qui mine, je pense, la confiance de la population en les scientifiques. Et c'est tragique parce que après ça, quand les scientifiques se prononcent sur le réchauffement climatique et tout ça, on se dit, bon, ben, c'est probablement financé par je ne sais pas qui, c'est pas important, les scientifiques n'ont pas nécessairement de crédibilité, Et c'est très dangereux. c'est vrai que il ne faut pas exempter d'emblée les scientifiques de, de, de responsabilité. Hein. Il y a des conflits d'intérêts dans les sciences. Il y a des gens qui sont payés par, même, ça s'est vu, des prix Nobel, payés, ne disons pas payés directement, mais recevant de l'argent. Par exemple, il y a les Tobacco Papers sur le tabac, Mhm. la manière aussi dont les scientifiques ont souligné l'importance du sucre pour les enfants, ce qui a entraîné des catastrophes. Oui, les scientifiques, mais il ne faut pas généraliser non plus. Mais c'est vrai que ça donne une mauvaise image, quoi. Comment c'est vu ça dans la communauté des scientifiques? Est-ce qu'il y a une scission? Est-ce qu'il y a une division? Est-ce qu'il y a un ressentiment envers ces scientifiques-là qui décident de servir complètement le marché, quitte à trafiquer, à bafouer les valeurs profondes de la science? Est-ce qu'il y a un certain ressentiment? Est-ce qu'il y a des tensions entre scientifiques? Disons que je ne sais pas s'il y a tension entre scientifiques, et la question elle est quand même très difficile à voir. Le CNRS, par exemple, ne laisse pas passer quand on apprend que des chercheurs ont triché, qu'ils ont manipulé des résultats. Mhm. Bon, il y a eu un cas, d'ailleurs, c'était pas le CNRS, mais je ne sais pas, ça devait être un Coréen qui a truqué des résultats en génétique. Bon, ça a fait un bruit. Dès qu'on le sait, évidemment, pour une raison simple d'ailleurs, hein,
c'est que si il n'y a pas de rigueur, hein, et d'honnêteté dans la science, il n'y a plus de science. Il faut pouvoir faire confiance complètement à ce qu'a fait l'autre. Alors, il y a des scientifiques qui participent directement à un certain nombre de choses que moi, je condamnerais. Ouais. Il y a des scientifiques qui ont inventé des systèmes de bombes antipersonnelles éjectant des billes invisibles aux rayons X. Alors, comme ça, les gens qui sont touchés, on ne peut pas les soigner. Moi, je me dis, non, C'est incroyable. ça va pas. Il y a des scientifiques, des matheux qui ont travaillé et qui travaillent maintenant pour faire des, comment on appelle ça, des propositions, enfin des bancaires frauduleuses, hein, pour vous vendre des actifs qui sont frauduleux. Alors on les camoufle comme ça, on fait ceci ou ça. Mais bien souvent, les choses sont plus complexes que ça. Parce que là, ce sont des gens qui travaillent directement pour quelque chose, soit parce qu'on va les payer mieux que dans la recherche, hein, c'est vrai que ça peut jouer, soit parce parce qu'ils ne se posent pas la question, qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Mais souvent, dans la recherche, c'est plus complexe. Les gens travaillent, c'est un peu une tour de Babel, hein. Les gens travaillent sur quoi? Sur un sujet qui est hyper pointu. Dans un laboratoire, par exemple, le laboratoire où j'étais, tout le monde n'aurait pas pu dire ce qui se faisait dans les autres équipes, hein. Pourquoi? Parce qu'on sait en gros, mais c'est tellement spécialisé, tellement Ouais. ardu, tellement. Alors, les gens travaillent sur quelque chose, mais ils ne savent pas le résultat sur quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse accuser les Ouais. scientifiques, comme d'ailleurs beaucoup de politiques ou d'autres, d'avoir voulu ce à quoi on arrive. Mais ça s'est construit comment? J'ai une histoire d'ailleurs que je vais vous raconter qui n'est pas dans mon livre. Ça, c'est dommage d'ailleurs. Mais c'est deux amis qui se rencontrent et qui se retrouvent depuis. Ils ne sont pas vus depuis 10 ans, 15 ans. Alors ils s'aperçoivent, et ils vont boire un café ensemble. Et il y en a un qui dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Il dit, tu sais, moi je suis au chômage, hein, c'est un problème. Ah oui, et toi? Ben moi, je travaille dans une usine de voitures d'enfants, de landau, de poussettes. Ah, il dit, c'est bien ça. Oh, disons, ça, j'ai vraiment une chance, parce que tu sais, nous, moi, je suis en chômage, on attend le sixième, et puis la poussette, elle est foutue, quoi. Si tu pouvais m'avoir une poussette comme ça, tu dis, non, là, tu rigoles, parce que la poussette, moi, je la vois pas. Moi, je serre des boulons sur une chaîne. Euh, Écoute, si tu pouvais m'avoir ça, ça nous tirerait l'épingle du pied, hein, tu sais. Mais vraiment, on n'a rien pour vivre, hein. Ah, il dit, écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais m'arranger avec les copains et tous les samedis, on se retrouve ici. Je t'apporterai une pièce, mais c'est toi qui monteras la poussette, hein. Chacun t'apportera une pièce, quoi. Et puis, de semaine en semaine, il apporte une pièce, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, un jour, il amène une pièce, il dit, écoute, moi je crois t'avoir tout donné. Peut-être que tu as déjà cette pièce-là, mais je te la donne quand même. Puis l'autre, il fait une drôle de tête. Vraiment, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? C'est pas ça, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'arrives pas à la monter? Ben, il dit, si, mais je l'ai montée déjà de 6 ou 7 fois différentes. Ça fait toute une mitrailleuse. Vous voyez, c'est ça Ouais, que je. ouais, ouais, non, mais ça, c'est une très bonne histoire pour exprimer ce point de vue. Chacun dans la science travaille. Il n'y en a pas un qui invente directement un virus pour faire la guerre Ouais, biologique. ouais, ouais, on est Il y en a un qui focus travaille, sur une chose. il y en a qui travaillent sur l'ARN d'un truc, qui cherchent son petit truc, puis il y en a un autre qui fait ça, puis il y en a un autre qui fait ça, et puis il Est-ce sait que c'est un, venir. c'est un grand problème, ça, la spécialisation, focuser sur une seule chose d'une manière un peu. C'est seulement une chose. Est-ce qu'il manquerait en fait chez les scientifiques un peu plus de philosophie, un peu plus d'art, un peu plus d'imagination, un petit peu plus de recul finalement sur ce qu'on fait au lieu de se concentrer seulement sur une chose? C'est-à-dire que je dirais, c'est pas vraiment peut-être pas vraiment un problème de spécialisation, parce que au point où on en est, les connaissances sont tellement vastes, il faut se spécialiser. Ouais. Le problème, il est une nécessité d'éthique, parce que dans l'histoire, quand même, à la fin, dans cette chaîne de montage,
soi-disant fabrique de Landau. Le dernier, ou le patron, ou le chef, ou je ne sais pas quoi, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui mettent tout ça bout à bout. Ouais. Les gens qui ont fait les bombes nucléaires dans le projet Manhattan, eh bien, chacun travaillait dans des domaines différents. Mais petit à petit, ils savaient où ils allaient, quoi. Donc, et il y a eu d'ailleurs des drames, des gens qui n'étaient pas d'accord, des gens qui étaient, voilà. Mais je pense que sinon, la question de la philosophie et de l'art, oui, c'est indispensable, mais pas que pour les scientifiques, hein, pour Oui, tout le oui, monde. oui, absolument. On a Absolument pour tout le monde. besoin, on a besoin un peu de recul, d'un peu de pensée, et puis de retourner à l'art, hein. Je veux dire, c'est l'art qui peut permettre peut-être les plus grandes avancées maintenant, hein, je dirais. Mhm. Mais là, il faut encore voir ce que c'est, quoi. Ouais, ouais, ouais. On a parlé un peu genre, des valeurs scientifiques et tout ça. J'aimerais qu'on puisse définir un peu c'est quoi les valeurs fondamentales de la science. On a parlé d'éthique et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des valeurs communes en science? Des valeurs communes en sciences. Oui, bah, je disais tout à l'heure, par exemple, ça déjà, faut en avoir conscience, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle. Ce qu'il faudrait dire d'abord, c'est que la recherche, si je parle de la recherche, c'est au départ une aventure. Mhm. Une aventure qui est très difficile. Quel que soit le niveau, évidemment, tout le monde n'est pas on n'est pas tous des génies, quoi, et c'est pas compliqué. On peut pas, on n'est pas Einstein, on n'est pas Newton, on n'est pas Maxwell. Mais l'aventure de la science, ça demande quand même de sortir de tout ce qu'on sait, d'essayer de penser des choses nouvelles, d'essayer de sortir des lieux communs. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de terrible à vivre. D'ailleurs, tous les grands scientifiques, ça, j'en parle aussi un petit peu, tous les grands scientifiques ont eu peur de leur découverte. Einstein a cru devenir fou. Copernic n'a pas publié son truc pendant 30 ans, alors que le pape lui-même, le pape de l'époque, l'invitait à en parler parce qu'il trouvait ça extraordinaire. Mais il était perdu devant sa découverte. Et puis on pourrait continuer avec beaucoup d'autres, hein, comme ça. Donc ça, c'est déjà ça. Mais alors après, dans les valeurs développées par la science, moi je dirais, il y a l'esprit de curiosité, Ouais. c'est indispensable. L'ouverture, hein. Je veux dire, si on fait de la science et qu'on fait de la recherche, c'est qu'on ne sait pas. Donc s'il y a quelqu'un qui, devant nous, vient débattre d'une idée contraire à la nôtre, ben, il faut se dire, attention, c'est peut-être lui qui a raison, c'est peut-être intéressant, il faut que je l'écoute. Mhm. On tirerait toujours quelque chose. Une idée différente de la mienne est toujours enrichissante. Mhm. L'esprit critique. L'esprit critique, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Savoir, devant un texte, devant une découverte, se dire ça, il faudrait peut-être le vérifier, ça, j'en doute, c'est contradictoire avec ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, hein, il y a quelque chose d'important. Rigueur et honnêteté intellectuelle aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut, si je publie quelque chose, que quelqu'un puisse se dire, bon, ça a été écrit par un autre, par un collègue, par un scientifique, donc c'est vrai. Malheureusement, c'est en train de disparaître. Et Mhm. puis, on dira aussi, il y a le sens du débat. Dans les congrès, c'est une valeur scientifique qui est importante. Ce qui est problématique quand on voit tout ça, c'est qu'on se dit, mais est-ce que toutes ces valeurs sont compatibles avec la société libérale dans laquelle on est? Oui. Parce que, je veux dire, la rigueur et l'honnêteté intellectuelle, dans les débats télévisés qu'on entend en politique, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'honnêteté, il n'y a pas beaucoup de vrais débats, hein. Moi, je me souviens d'un débat extraordinaire, il y a 25 ans de ça, entre deux philosophes, c'était la télévision. Ils étaient de bords complètement opposés. Mais c'était extraordinaire parce qu'ils s'écoutaient, ils disaient, ah oui, mais attendez, là, vous avez peut-être raison. Là. Je dirais, mais ah oui, là, c'est. Attendez, je vais aller vérifier dans mon bouquin quand même. Il y en avait un qui était complètement myope. Hein, il regardait, il disait, ah oui, oui, oui. Mais ils étaient même L'échange les stimulait. de bords politiques complètement différents. Mais c'était un débat, c'était enrichissant. Ils cherchaient tous les deux, de là où ils étaient, dans leur pensée, une vérité c'était sur Antigone et sur tout ça. Mais enfin bon, c'était vraiment très intéressant. Mais toutes ces valeurs, l'esprit critique et la rigueur, l'honnêteté intellectuelle, est-ce que c'est compatible avec le monde actuel, quoi?
Je trouve ça intéressant. Vous parlez des chercheurs d'ailleurs dans votre livre. Notre vision, la manière qu'on voit ça, les chercheurs scientifiques, bon, ils cherchent telle chose, ils doivent trouver tel résultat. C'est orienté un peu, mais on n'accorde pas d'importance à justement la recherche, la curiosité, pas savoir où le chemin va nous mener. C'est quelque chose qui est très, très important en science. Et on n'a pas cette conception-là. On a la conception des scientifiques, bon, sont dans leur labo avec leur sarrau, puis ils doivent trouver un résultat précis, ils doivent travailler sur une chose en particulier. Eh oui. Eh oui, 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 la science. Mais à la limite, on pourrait dire la science et la recherche, c'est deux choses qui peuvent aller ensemble, puisqu'il y a des chercheurs scientifiques, mais il y a des chercheurs qui ne sont pas scientifiques, hein. Il y a des chercheurs qui cherchent dans d'autres domaines, et on peut être aussi un scientifique sans faire de la recherche, hein. Mais c'est vrai que ça développe des valeurs qui sont essentielles, à mon avis, à la vie de demain, surtout si on veut sortir la planète du marasme. Et la planète, c'est-à-dire le climat, la biodiversité, tout ça dans lequel on est, eh bien, il faut avoir ces valeurs de rigueur, de travail en équipe aussi. Et la recherche, ça veut dire on travaille en équipe. Qu'est-ce que ça veut dire travailler en équipe? On est dans un monde de plus en plus individuel. Hein, tout est bon, mais il faudrait développer ces valeurs-là. Et c'est peut-être à cause de ça que c'est important que même les gens, c'est mon point de vue, hein, que même les gens qui ne font pas carrière scientifique apprennent les sciences, Mm-hmm. à condition qu'ils le fassent dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec des heures, un nombre d'heures d'enseignement suffisant, avec des travaux pratiques, etc. Si c'est aller à toute vitesse, ça ne sert à rien. Oui, je comprends. Vous parliez d'éthique tout à l'heure. Je pense aussi que c'est quelque chose qui peut sauver, entre guillemets, l'humanité, mais qu'est-ce que c'est l'éthique? On dirait qu'on est à une époque où on a tellement perdu de vue ce mot-là qu'on en parle aux gens puis ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas c'est quoi l'éthique. Les quoi? Je n'ai pas compris. L'éthique. Attendez, non, L'éthique. Ah, on se perd en ce moment? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? il y a un petit problème, non, j'entends mal. Redites un Ah, peu. l'éthique. Les L'éthique. Éthique. Ah, je à pense qu'on. l'éthique. Oui, oui, on Ah, s'était perdu un peu. c'est parce Hein, que on n'est j'ai quand même pas à côté, là. oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est... Oui, on perd un petit peu... euh, on perd un peu le sens de l'éthique, justement. Oui, voilà, c'est le mot que je ne comprends pas très bien. C'est quoi Mais la en fait, définition de l'éthique? là, avant de donner une définition, je dirais, là, c'est une citation d'Einstein que j'ai, euh, la science, c'est tout à fait important, je trouve. Einstein, c'était quand même un grand homme, il faut le noter, hein. Ça Bon. semble être votre héros. Il disait, ben, j'ai travaillé sur la relativité un Ouais. peu, et deux bouquins d'ailleurs sur la relativité. Et bon, il dit, la science peut nous permettre de réaliser les buts que nous nous donnons, mais la détermination de ces buts est en dehors de son domaine. Mhm. C'est tout à fait important. Et ça rejoint d'ailleurs la question que vous posiez tout à l'heure, la question de dire est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce qu'on peut attendre des scientifiques ceci ou cela? Non, on ne peut rien attendre. La science, elle va venir vous dire, si vous voulez aller là, vous pouvez vous y prendre comme ça. Si vous voulez aller comme ça, vous pouvez faire ça. C'est le rôle des experts d'ailleurs. Un expert n'a pas de décision à prendre. Il a à éclairer les différentes voies possibles. Alors, la science, elle peut nous aider à condition de faire le choix. Par exemple, si on veut que tout le monde mange à sa faim sur la planète, voilà, on fait ce choix. La science peut aider, Mhm. mais si on ne le fait pas, c'est pas la science qui veut pas. C'est pas la science. Il ne faut pas mettre sur la science la responsabilité d'autre chose, quoi. Donc là-dedans, actuellement, ni la science ni le refus de la science ne nous sortiront des problèmes dans lesquels on est. Avant tout, nous avons à faire un choix. Et c'est ça qu'on ne fait pas. On nous laisse croire qu'on fait des choix, mais on est toujours dans le même système économique, même système. On répète d'année en année les erreurs qu'on a pu faire. Alors, si on en fait le choix, ben, c'est là que se pose la question de l'éthique, justement. Mhm. Alors moi, pour moi, une bonne définition de l'éthique, ça remonte au grec, hein. Je ne sais plus quel grec d'ailleurs, mais enfin, ça fait rien. Ils disent
ils ont une phrase que je cite là, de tête, mais elle est exacte, hein, parce que je l'ai bien dans ma tête, c'est aménager la demeure du monde pour que l'être puisse advenir. Ah, c'est très beau. Beau. Aménager la demeure du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à faire en sorte. Alors, le monde, non, aménager la demeure plutôt. Ils disent pas, je ne sais pas s'ils disent du monde, mais peu importe, la demeure. C'est aménager notre corps, notre intérieur, notre manière de vivre, notre pays, notre ville, notre pays, notre planète. Il faut l'aménager. Mais l'aménager dans quel but? Pour que l'être puisse advenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, pour les Grecs, ça veut dire autre chose, peut-être le plus profond que ce que je vais vous dire, mais pour que l'être puisse advenir, ça veut dire pour que chacun, chaque homme et chaque femme, chaque être humain puisse développer en lui toutes les virtualités qui font de lui un véritable humain. Hein, c'est-à-dire, pour que l'être puisse advenir, il faut faire en sorte que la planète permette aux gens de s'épanouir, d'être eux-mêmes et de pouvoir partager avec les autres toute la richesse qu'ils ont en eux. Quand on y pense, c'est un socialiste français, Proudhon, qui disait ça. Il disait, avec le développement technique extraordinaire, c'était au XIXe siècle, on peut espérer, du moins il espérait, mais c'est pas ça qui s'est passé, on peut espérer qu'un jour, l'être humain puisse être libéré de toutes les tâches pénibles pour qu'il puisse partager avec ses voisins, avec les autres, toutes ses richesses et épanouir ce qu'il est. Mais c'est vrai que si on était moins pris par le boulot, si on était moins stressé, hein, par, par le travail, le déplacement. Hein. J'ai un frère, il fait 1 heure et demie aller, 1 heure et demie de retour près de Paris, hein, rien que pour aller travailler. Mhm. Hein, ça fait 3 heures en plus du boulot. Mais quand vous rentrez, je ne dis pas qu'il est méchant avec ses voisins, ce n'est pas le cas. Mais comment vous voulez que les gens puissent se connaître, faire connaissance? Et si les gens faisaient connaissance, il n'y aurait pas moins de violence, moins de choses. Voilà. Aménager la demeure pour que l'être puisse advenir. Aménager le monde pour que les gens soient dans des conditions où ils puissent épanouir toutes leurs possibilités. Ouais, atteindre leur plein potentiel. C'est une belle définition de l'éthique. Mais c'est tragique parce qu'on a tous les outils pour faire ça. C'est vraiment un choix qu'on a fait. Et on le voit en ce moment en période de confinement. Les gens, bon, ils passent plus de temps avec leur famille, semblent plus heureux, prennent le temps de réfléchir, de respirer, de lire, d'aller prendre des marches et tout ça. Oui, ils travaillent à un autre rythme. Ils travaillent à un autre rythme. Quand ils travaillent par télé, etc., il y en a qui ne travaillent pas. Mais c'est vrai qu'on voit que cet autre rythme de vie, non seulement qu'il a ses richesses, mais on voit aussi que c'est possible. La pollution a baissé de manière Ouais. extraordinaire partout, ou du moins dans les lieux les plus pollués, comme les zones de Wuhan en Chine ou la Venise, les eaux de Venise. Il y a une Vénitienne qui a écrit une lettre, il n'y a pas, que vous avez peut-être eu, je ne sais pas quoi, hein, dans laquelle elle dit, mais il y a même des dauphins qui remontent maintenant le Grand Canal, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si on veut, il est possible de transformer le monde, mais pour ça, il faut d'abord en faire le choix. Et faire Mhm. le choix, c'est quoi? Pour moi, c'est sortir du système d'argent, du système libéral dans lequel on est complètement asphyxié. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon, on En, tombe France, dans. Ouais. en France, là, il y a un certain nombre de gens, bien sûr, hein, c'est des gens qui ont intérêt, hein, c'est les actionnaires. Moi, il faut rattraper la perte de croissance qu'on Ouais. a eu, toujours la croissance. Mais la croissance dans un monde fini, on sait très bien que ça mène à la catastrophe. Hein, on aura bientôt plus de métaux lourds, plus de métaux rares, plus de pétrole, plus rien, quoi. Mhm. La croissance. Ouais, c'est pas possible, c'est pas viable. Mais ouais, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément anti-scientifique à participer, à continuer d'exploiter ces ressources-là, ces richesses-là, parce que d'un côté, la science nous dit que c'est plus possible. Là. C'est des ressources qui sont finies, la planète a une limite quand même. Quand je parlais de scission entre les scientifiques tout à l'heure, je faisais un peu référence à ça. Il y a certains scientifiques qui finalement participent à la destruction du monde, peut-être
c'est peut-être pas leur volonté, mais la science participe activement en ce moment à ça. Tu sais, je mets tout le monde dans le même panier là, quand je dis la science, là, mais une partie de la science participe à la destruction de la planète et en fait a participé à la base à cette espèce de croissance économique, ce boom économique infini. Euh, est-ce qu'on pourrait orienter les scientifiques d'une manière à ce qu'ils refusent de participer à ça? Disons que c'est les raisons. Je dirais, la première chose, enfin bon, je réponds quand même avec l'idée qui me venait, mais c'est l'histoire du landau. Ça fait toujours les mitrailleuses. Le scientifique qui travaille sur une petite pièce comme ça, est-ce qu'il doit refuser? Il ne sait pas ce qu'on va faire avec sa pièce, quoi. Bon, alors, Ouais. c'est une question. Par contre, ce que je veux dire quand même, qui me paraît plus important, c'est que on dit toujours, on met sur le dos de la science ce qui revient à la finance et à l'économie. On camoufle Mm-hmm. les effets financiers et économiques. Quand on parle, par exemple, de technosciences, en fait, ce dont on parle réellement, c'est de techno-économie. Ce n'est pas du tout les sciences qui qui ont détruit le climat. Ouais. Ce qui détruit le climat, c'est la volonté d'une croissance à tout prix. Quand on dit, est-ce que les connaissances, ça c'est des articles de journaux ou des trucs de télévision, est-ce que les connaissances dans le domaine nucléaire sont dangereuses? Mais ce n'est pas les connaissances qui sont dangereuses. C'est ce que font certaines personnes avec ces connaissances. Certaines personnes qui devraient être tenues responsables. Quand Ouais. on dit, est-ce que les recherches en génétique sont dangereuses ou en nanotechnologie? Mais c'est pas la génétique qui est dangereuse, c'est pas la C'est ce qu'on nanotechnologie. en fait, ouais. C'est les gens qui décident. Or, derrière ça, on n'en parle jamais. Mm-hmm. La question, c'est pas est-ce que c'est dangereux? Pour y répondre, et ça n'apparaît pas dans les débats télévisés, pour y répondre, il faudrait dire les, 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 les nanotechnologies, le nucléaire, dans les mains de qui? Dans quel but? Et comment? Voilà. Mm-hmm. Dans les mains de qui? C'est dans les mains de quelle structure économique? Les nanotechnologies, est-ce qu'elles sont dangereuses? Elles sont dangereuses ou elles ne sont pas dangereuses. C'est comme un couteau, quoi. Ça peut être Tout peut dangereux, être dangereux, ouais. ça peut être dangereux. Le problème des nanotechnologies, c'est qu'elles sont financées par des gens qui espèrent, c'était déjà les chiffres il y a 4 ou 5 ans, jusqu'à 15 milliards de chiffre d'affaires par an. S'il y a des recherches qui vont ramener 15 milliards de chiffre d'affaires par an, ça c'est peut-être ça qui est dangereux. Mm-hmm. C'est pas la recherche elle-même. Donc il faut quand même faire, oui, il y a des Ouais. scientifiques qui travaillent, mais il faut voir ce qui se cache derrière la science. Ouais, je comprends. Je suis totalement d'accord avec vous, mais vous en parlez un peu dans le livre quand même, là. Il y a quand même un problème au niveau de l'école, au niveau de l'université, là, qui obéit de plus en plus aux lois du marché. Puis on est souvent, on le redit, mais souvent on a l'impression que l'école forme des consommateurs, des gens qui vont être là pour produire et non des citoyens éclairés. Puis c'est le même problème, j'imagine, en sciences, non? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait, c'est tout à fait, mais la marchandisation de la science, elle s'accompagne de la marchandisation de tout. Je vais vous lire un petit texte que j'ai là. Vous allez voir, c'est ça. C'est dans les cahiers de politique économique de l'OCDE. Bon, l'OCDE, c'est l'organisation pour le développement, de coopération et de développement économique. C'est une organisation mondiale. Mm-hmm. Ils écrivent, si on diminue, et ils parlent là de l'école, vous allez voir que l'enseignement, il est pris aussi. Si on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. Les familles ne réagiront pas à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement et l'école pourra ainsi progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles. C'est-à-dire qu'on dit, pour que les gens en arrivent à payer, il faut diminuer la qualité de l'enseignement qui est fait. Mais c'est dramatique. Ou bien un autre texte, toujours dans le CDE, qui nous dit de mettre l'enseignement supérieur et la recherche au service et sous contrôle de l'économie. Sous contrôle. Les étudiants doivent être considérés comme des clients et les établissements comme des concurrents luttant pour obtenir des parts de marché. Les établissements sont incités à se comporter en entreprise. Les étudiants doivent payer tout
ou partie du prix de leur cours, ce qui vise à imposer la discipline du marché aux producteurs de cours. Vous voyez, on ne parle plus d'enseignants là, hein. C'est des producteurs de cours, des producteurs. On parle de clients, on parle de concurrents, mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que l'enseignement, c'est pas former des gens pour qu'ils soient aptes à satisfaire le marché. Ouais. C'est donner les bases pour les construire comme humains. C'est ça l'enseignement. Mhm. On a perdu de vue l'émancipation, la liberté intellectuelle, l'esprit Oui, critique et tout ça, finalement, on forme. C'est quelque chose qu'on entend souvent là, à l'école, ben, à quoi ça me sert? Ça, ce qu'on veut dire dans ce temps-là, ben, à quoi ben ça va me oui. servir dans les lois du marché? Si c'est juste pour mon émancipation personnelle, ça sert absolument à rien, ce qui est complètement absurde. On dirait qu'on a intégré cette manière de penser-là. Et oui. Mais c'est tragique quand même, parce que vous êtes professeur, donc vous avez pu observer ça. Est-ce qu'il y a eu une dégradation au travers des années? Est-ce que vous avez observé vous-même? Ouais, j'en parle un petit peu dans mon livre. La dégradation que moi j'ai observée, c'était pas au niveau du passage d'étudiant à client, ou c'était pas dans l'ordre de la marchandisation, mais c'était l'ordre dans des conséquences de la gestion économique de l'enseignement, en voyant par exemple comment le nombre d'heures dans une matière donnée diminuait d'année en année. À la fin, ce que je raconte d'ailleurs dans l'introduction de mon bouquin, à la fin, ça devenait ridicule. J'ai refusé de faire cours parce que Ah ouais. ça rime à rien. Je pense que quel que soit le domaine en physique, que ce soit même des domaines qui apparemment sont très compliqués ou paraissent compliqués, la relativité, la théorie quantique, quel que soit le domaine, mais les étudiants sont capables de comprendre, d'ailleurs tout le monde est capable de comprendre, si on a le nombre d'heures nécessaires pour leur expliquer clairement. Mais si on est obligé de se dépêcher, de foncer comme des dératés, sans avoir le temps même de s'arrêter pour expliquer le sens d'une formule, mais c'est idiot. On Mhm. peut plus. Voilà. Donc c'est vrai que petit à petit, l'enseignement, le nombre d'heures allouées à la physique, hein, je parle de ce que je connais Ouais. là, a diminué. Les travaux pratiques aussi. Or, on apprend beaucoup de choses par les travaux pratiques. Voilà. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, on a parlé à un moment, il y a eu une petite, avec un ministre, il y a eu une tentative, ça s'est fait, d'enseigner un peu de philosophie des sciences en première année ou deuxième année, ou de philosophie tout court d'ailleurs. Puis ça a disparu, toujours pour des motifs financiers. C'est Ah ouais. dommage, c'est dommage. Est-ce C'est que important. vous avez vu ça, vous, des compagnies s'ingérer dans l'université, orienter des recherches, orienter finalement l'enseignement par rapport au marché ou par rapport à leurs intérêts? Est-ce que vous avez vu ça de vos yeux ou c'est pas aussi concret que ça? Moi, je l'ai vu de mes yeux dans les réformes successives qui étaient faites sur, par exemple, le financement, quand on parlait du financement des universités. Mais dans la mesure où moi je faisais surtout de la recherche fondamentale, ça ne m'a pas touché, je ne l'ai pas vu, j'ai jamais eu affaire avec un directeur d'entreprise ou un banquier pour ça. Moi, j'ai pas vécu ça, quoi. Mais attention, moi je suis en retraite, hein, les choses. Il faudrait inviter les gens plus jeunes qui vous diraient ce qu'il en est. Non, mais c'est vrai que ça touche différemment les différents domaines, hein. Dans le domaine plus fondamental, disons, moi, je l'ai pas expérimenté, ouais. Mais ouais, mais j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des grosses entreprises qui financent les universités ou parce que c'est des grosses entreprises finalement. Les universités, ça génère des millions, voire des milliards. Je lisais dans votre livre, c'est plus que des PME, c'est des entreprises qui sont financées par d'autres entreprises, si je comprends bien. Mais disons que le problème, bon, ça c'est un peu, je pense pas qu'on puisse en parler vraiment parce on va simplement déflorer le sujet sans aller bien loin. Mais ce qu'il faut voir, c'est le circuit de l'argent. C'est comme partout. De tout temps, je pense que des entreprises, des financiers ont participé aux frais de la recherche, mais c'est différent si tout le monde met de l'argent, si on met de l'argent dans un panier commun et qu'après c'est distribué
par exemple par une instance gouvernementale ou une instance nationale de la recherche, etc., que c'est distribué aux différents laboratoires, à ce moment-là, l'argent qui arrive, elle est nécessaire, elle sert à travailler, mais elle n'est pas liée à un nom, vous voyez, parce qu'elle a été mise dans un pot commun et Ouais. puis pas qui l'a donné. Donc à ce moment-là, le chercheur peut se sentir libre par rapport aux éventuels financiers. Il ne sait pas à qui il doit. Mais si l'argent vient directement d'un financier, je ne sais pas si ça se fait déjà maintenant ou maintenant en France, mais à ce moment-là, il est tenu. Il ne peut pas Mhm. faire n'importe quoi, hein, parce qu'il ne va pas aller à l'encontre de celui Redevable. qui donne de l'argent. Donc, qu'il y ait de l'argent qui vienne, il y en a toujours eu qui est venu, mais comment? Je veux dire, le circuit de l'argent dans la recherche serait un sujet à étudier de près, oui. Ouais, j'imagine que c'est complexe parce que moi, dans ma manière de voir ça, et je pense que c'est la plupart des gens, on se dit, bon, ben, c'est le public qui finance les recherches et c'est comme ça que ça fonctionne. On fait ça pour le bien commun et tout ça, mais c'est pas nécessairement ça qui se passe sur le terrain. Il y a des intérêts privés là-dedans. Disons que pendant longtemps, la subvention de la recherche venait aussi hein, quand même des impôts des gens. Hein. Les gens, ils subventionnaient, je veux dire, ils subventionnaient les impôts. C'est la participation de tous, ou du moins c'est encore un petit peu quand même, la participation de tous à l'enseignement, à la construction d'hôpitaux, au développement des soins, au développement des services publics, au développement, etc. Et de la recherche aussi, quoi. Bon, mais maintenant, dans l'idéal je dirais, libéral, il faut supprimer au maximum les services publics pour privatiser. Le problème, c'est qu'est-ce que ça devient quand c'est privatisé, quoi. Voilà, c'est tout. Mhm. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je ne suis pas au courant de votre horaire, mais en conclusion, on va essayer de donner un peu d'espoir aux gens. Quelles sont les solutions que vous verriez à court terme pour tous les problèmes dont on a? C'est beaucoup de problèmes quand même. Hein. Ça serait compliqué d'avoir une seule solution, mais j'aimerais finir ça sur une note d'espoir si vous en avez une. Bah, une note d'espoir, c'est celle qu'on a abordée tout à l'heure, hein, quand on a parlé de l'éthique, quand on a parlé aussi de cette grande sagesse d'Einstein qui nous dit la science, elle peut vous donner les moyens. Mais Mhm. la science, en ce moment, je dirais, elle n'a jamais été aussi, on va dire comment, aussi développée, aussi puissante qu'elle est en ce moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des prouesses de la science, puisque on a, bah, il y a quelques années, on a réussi euh, à faire atterrir, vous savez, les histoires de Curiosity et de Philae, deux petits robots qu'on a envoyés se poser, une sur Mars, l'autre sur une, sur, sur une comète. Il a fallu que 8 ans pour réaliser le défi du président Kennedy qui voulait envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf. Il a dit, je donne 10 ans, en 8 ans, c'était fait. Euh, les, les prouesses de la science sont extraordinaires. La science, elle a tous les moyens. Mhm. On peut, on peut si on veut, faire en sorte de restaurer la biodiversité, etc. Là, je m'avance un peu. À mon avis, c'est peut-être déjà trop tard quand même. Mais la science avait les moyens, et elle en a encore beaucoup, comme dit Einstein. Mais la science, elle peut vous donner les moyens de faire ce que vous voulez. Mais choisissez-le. Mais qu'est-ce qu'on choisit? On choisit toujours de rester dans un système économique qui ruine la planète, qui augmente les inégalités et qui détruit tout, quoi. Oui, oui, oui. En Là, fait, chaque citoyen devrait avoir un peu plus l'esprit scientifique, l'esprit critique, l'imagination, l'ouverture d'esprit, penser en dehors de la boîte à quelque part. Ça serait quelque chose d'utile. on se dirait, voilà, si les gens sont d'accord pour se dire, on veut aménager la demeure, hein, Ouais. que l'être de tous puisse advenir, comme on disait tout à l'heure, comme les Grecs disaient, si tout le monde veut, et veut bien se dire en ce moment, le système qui est la course effrénée à la croissance, dont on sait que ça ne tient pas, dont on sait que ça ruine des vies, dont on sait que ça a restauré le travail des enfants, pas chez nous, ici directement, mais dans le monde qui travaille pour nous, dont on sait tous les malheurs que ça a pour une, une explosion des richesses d'un côté et des malheurs de l'autre, si les gens se disent on ne veut plus de ce système-là, Mhm. ben, on
peut être sauvé. Et on a vu, on a vu quand on arrête un peu ce système-là pendant 2 mois, hein, les 2 mois de confinement, où il n'y a pas eu de croissance, il y a même eu une décroissance, voilà, les gens s'en sentent mieux hein, quand même. Oui, oui, oui. Moi, il y a un mot que je retiens dans votre livre qui serait très utile, qui pourrait être une bougie d'allumage pour tout le monde, c'est rêver. Hein, rêver à quelque chose de mieux. Parce que j'ai l'impression des fois, on revient souvent à une logique du marché. On a ça intégré en nous. Je pense j'ai reçu un astronome qui s'appelle Sébastien Gauthier qui parlait de la recherche spatiale, puis tout ça. Puis souvent, on demandait, en fait, on lui disait, bon, ben, ça sert à quelque chose, la recherche spatiale, parce que ça a donné des inventions, exemple, le velcro et tout ça. Mais lui, il disait, mais non, c'est pas à ça que ça sert. Ça sert pas à donner des espèces d'objets de consommation. Ça sert à rêver, ça sert à explorer, ça sert à donner une espèce d'expansion à l'imaginaire de l'humanité. Et c'est à ça que ça sert, la science. Et oui, et c'est intéressant ce que vous dites là, et ce qu'il a dit. Hein, je ne l'ai pas entendu, mais j'irai l'écouter quand même. Mais c'est ça, c'est que on est tellement pris dans l'engrenage de l'argent, de la consommation, de la croissance, que souvent, les scientifiques eux-mêmes en arrivent à se sentir obligés de justifier leur Mm. recherche en disant, les gens qui font de la recherche fondamentale, ils disent, oui, oui, mais vous voyez, la relativité générale, ça a servi, le GPS, ça sert. Ouais. Mais le but de la relativité générale, c'est pas d'abord de faire le Ouais, GPS. ça serait triste que ça soit ça. Et, et c'est triste de voir que on soit obligé de justifier notre action en disant, vous voyez, ça va servir, ça va se vendre. Non, c'est pas ça. C'est qu'on découvre l'univers. Mm-hmm. On a besoin, l'être humain, il a besoin en lui de connaître, de savoir d'où il vient, de connaître son histoire, de savoir ce que c'est le monde dans lequel il vit, d'arriver à connaître tous ces mécanismes. On en a besoin. Et c'est la recherche fondamentale, mais c'est fondamental dans l'homme. Si on imaginait, c'est purement imaginaire là, si on imaginait que quelqu'un interdise tous les bouquins de science, tous les trucs, tout là, il n'y avait plus rien, on brûlait tout, ben, il y aurait encore des gens dans leur campagne, dans leur montagne, qui se poseraient des questions en regardant les étoiles, qui se Mm-hmm. poseraient des questions en disant qui suis-je, qu'est-ce que je fais, voilà. C'est dans la nature humaine. Sans avoir besoin de justifier, et puis ce que je fais, ça va se faire. Ouais. Ben, c'est une belle finale, ça, je trouve. C'est une belle note d'espoir. Merci beaucoup, Jean-Marie Vigoureux. Ça a été très intéressant. C'était un honneur de discuter avec vous. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne, bonne suite. Vous Voilà. aussi, bonne suite. On espère que ça va être positif comme suite. C'est un peu inquiétant et angoissant en ce moment, mais bon. Merci. Voilà, merci à vous.